Ok, écoutez, bonjour à tous. Donc Cédric Girard. Je m'occupe de la partie avant-vente, de toute la partie cloud d'entreprise, Office 365 et data center chez Siom. Donc Siom, pour rappel, est un acteur majeur dans tout le Grand Ouest, mais pas que. On intervient également sur toute la géographie française, voire au-delà si nécessaire. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de Nutanix Files. Donc, ça fait partie en fait des enjeux qui nous sont demandés aujourd'hui en tant que service additionnel à la partie virtualisation. Pour m'aider dans tout cela, donc je suis Dédan Claire qui s'occupe chez nous de toute la partie licensing et sales sur la partie Nutanix. Et je vais vous partager mon écran. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Si vous avez des petites remarques, allez-y. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde voit mon écran? Est-ce qu'on peut juste me confirmer? Ok, ça marche. Merci Xavier. Ok, donc bon, pour rappeler à aujourd'hui où se positionne Nutanix sur la partie hyperconvergence, pour resituer un petit peu les différents acteurs qui exercent aujourd'hui sur ce type d'activité. Forcément, on est toujours en haut et à droite sur cette partie-là, mais pourquoi on est différenciant et pourquoi Nutanix se positionne tout en haut à droite de ce Magic Quadrant qui date de novembre 2019. Tout simplement puisque, outre d'être le pionnier, puisqu'ils sont arrivés en France quand même en 2013, Nutanix se différencie notamment sur sa liberté, sur son ouverture sur l'écosystème aujourd'hui de l'IT, tout en proposant notamment pour tout ce qui est virtualisation, la possibilité de choisir votre hyperviseur. VMware forcément, Hyper-V, XenServer et également AHV, encore une fois basé sur KVM, où Nutanix en fait propose la totalité de ses solutions sur ces différents hyperviseurs pour tout ce qui concerne la virtualisation. Bon, et également aussi leur présence et leur ouverture sur tout l'écosystème que l'on va voir juste après. Donc, sans transition, aujourd'hui, Nutanix vous propose une approche qui est cloud entreprise. On va arriver tout doucement sur la partie service de fichiers. Mais typiquement, le cloud d'entreprise, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez ce que propose aujourd'hui Amazon, ce que propose Azure, ce que propose Google, c'est tout simplement d'accéder, de gérer, de maintenir votre infrastructure IT au travers d'une console HTML pour lequel, derrière, tout un système de mécanismes va venir provisionner, va venir maintenir, va venir mettre en réseau, va venir sauvegarder vos différentes applications métiers qui sont exécutées sur des VM. Nutanix a exactement la même approche, mais ils peuvent le faire directement chez vous ou dans votre data center et pouvoir s'étendre sans douleur directement sur la partie cloud publique. Donc, on va parler plus précisément aujourd'hui dans le portfolio Nutanix du composant fichier qui s'appelle Nutanix Files. Encore une fois, ce n'est pas le seul service que propose forcément Nutanix. Donc, Nutanix propose toute la partie virtualisation des VM avec les différents hyperviseurs dont on vient de parler. On va parler plus précisément aujourd'hui de la partie service de fichiers. On est également capable de faire tout ce qui est objet, tout ce qui est bloc. Objet, donc avec une petite connotation d'ouverture sur la partie Internet, ou tout ce qui est Splunk, S3, on a des thématiques, des enjeux sur lesquels on peut répondre. La partie bloc également, qui permet également de desservir de la donnée sous un autre format, au format bloc, purement et simplement, pour répondre à des cas d'usage, notamment sur tout ce qui est serveur de base de données, où dès lors qu'on commence à travailler avec Oracle, on est confronté en fait à un système financier qui peut être relativement lourd, en sachant que généralement on est licencié au socket. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait proposer du stockage qui est sécurisé sur du Nutanix directement à des serveurs externes en dehors de cette partie-là, qui vont se retrouver uniquement avec des processeurs monosocket, X-cœur et avec des fréquences beaucoup plus élevées. Bon, l'idée, encore une fois, c'est juste de pouvoir économiser sur cette partie de licensing qui peut être relativement lourde.
Donc, Nutanix Files, vis-à-vis des autres protocoles qui desservent de la donnée en fait, chez Nutanix, donc, on vient de parler volume, notamment avec un contexte de Oracle. On a parlé très rapidement de tout ce qui était objet. Alors, je ne vais pas faire un focus sur ces deux modules-là parce que ce n'est pas l'objet du jour. Par contre, n'hésitez pas, si vous souhaitez creuser différents besoins ou différents projets sur ces technos, on pourra en converser sans souci. Vous mettez juste un petit message sur la partie conversation, on en parlera a posteriori. L'idée aujourd'hui, donc, file, c'est on dessert du fichier. Alors, du fichier, pourquoi? Ça peut être du simple partage du fichier bureautique entre vos différents services. Ça peut être également du fichier qui sont nécessaires à l'exécution de certaines applications métiers. Mais ça peut être également du fichier pour tout ce qui est stockage de profil ou qui est propre à l'utilisateur. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir desservir cet accès à la donnée au travers de différents protocoles, NFS pour du Linux, SMB pour du Microsoft, mais le tout de manière complètement unifiée avec une gestion la plus simple et la plus intuitive possible. Donc l'idée, encore une fois, lorsqu'on différencie ces différents protocoles d'accès à la donnée, toujours focus sur la partie file, on va donc utiliser ces deux protocoles, NFS, SMB, pour accéder à la donnée en fonction du client qui a besoin d'y accéder. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir évoluer sans contrainte sur des volumétries qui sont, sur des proportions de volumétrie qui sont complètement différentes. Généralement, tout ce qui est bloc, donc tout ce qui est contrainte base de données Oracle, dont on a parlé, dont on a cité l'exemple précédemment, on va pouvoir discuter potentiellement en Tera. L'idée, c'est qu'avec du files, on peut aller voir beaucoup plus loin. On peut directement aller sur du PETA et sur de l'object avec encore une dimension différente, puisque là, on est plutôt dans un contexte d'archivage long terme, de Splunk pour de l'analyse ou autre. On peut monter jusqu'à de l'exa. Bon, l'idée, encore une fois, c'est comment je fais aujourd'hui pour assumer cette charge qui se veut croissante, qui se veut exponentielle en termes de stockage, le plus simplement possible. Donc l'idée, c'est comment aujourd'hui j'arrive à avoir un service de fichiers qui est moderne. Alors, tout simplement avec une base software defined. Ça, c'est propre de Nutanix. Dans toutes les briques que vous retrouvez chez eux, on est software defined. On n'a aucune adhérence au matériel, ni aucune adhérence à l'hyperviseur. On garde toujours cette philosophie de simple et évolutif, à savoir que j'ai besoin de consommer de la ressource supplémentaire, je fais juste du petit plus sur le critère qui m'intéresse et c'est Nutanix qui s'occupe du reste. Avec toute l'intelligence qui va avec, pour tout ce qui est automatisation et régularisation de la performance, comment on essaye d'étaler la charge sur les différents services. Mais encore une fois, c'est toujours la donnée qui pilote en fait le besoin de consommer de l'IT. On a toujours cette philosophie où tout est accessible au travers d'API. Si demain vous voulez automatiser une partie de l'évolution de votre SI parce que vous commencez à faire de l'hébergement, parce que vous avez un contexte multi-tenant, on est plus orienté service provider, mais on a quelques cas clients qui s'apparentent à des problématiques de ce type-là. Comment on est également résilient et tout en continuant d'assumer le même niveau de performance. Ça fait vraiment partie de la réflexion et comment est desservi aujourd'hui le produit Nutanix Files. Et bien sûr, pour en terminer, l'intégration avec la partie cloud et l'extension vers du cloud public. L'idée, tout simplement, c'est Nutanix Files aujourd'hui. Alors, principalement pour ceux qui sont déjà Nutanix et dans les quelques personnes que je vois, il y en a déjà une bonne moitié qui le sont. L'idée, c'est tout simplement, je déploie mon Nutanix en quelques minutes. Nutanix File Server, en fonction du nombre de VM que vous allez déployer, ça prend entre 5 et 15 minutes. Pareillement pour toute la partie analytics qu'on va voir après. Mais l'idée, c'est ça se déploie facilement, ça se met à jour facilement avec la facilité qu'on connaît à Nutanix pour exercer ce genre de choses. On est basé sur Prism, donc encore une fois, un client Nutanix ne sera pas perdu, c'est au travers d'une seule et même unique console. Ce qui est protocole d'accès aux services de fichiers, donc on va du SMB2 jusqu'au SMB3, et pareillement pour la partie NFS, 3 à 4.
On est également multi-protocole. Alors ça, c'est relativement intéressant puisqu'on va pouvoir en fait permettre un partage d'être accessible, que ce soit au travers de la partie NFS, mais également de la partie SMB, ce de manière simultanée. On sera capable d'être multi-protocole. Et aujourd'hui, donc, la partie files chez Nutanix est exécutable sur des bases ESXi ou AHV. L'intérêt, encore une fois, c'est de ne pas avoir de SPOF. Ce fameux Single Proof of Failure, c'est à aujourd'hui, dans le design de la partie Nutanix Files, on n'arrête jamais la production. On fait de la haute disponibilité native. Pareillement pour tout ce qui est disaster recovery. On est capable donc d'avoir du Nutanix Files sur des clusters qui sont déjà existants. Donc, on est capable de faire des environnements mixtes, à savoir sur un cluster, j'ai de l'AVM, mais également du service de fichiers. Ou alors, je peux également avoir des clusters qui sont dédiés à la partie Files, en fonction des stratégies de chacun. Je vous le disais tout à l'heure, vous choisissez donc votre système de virtualisation, vous choisissez votre plateforme matérielle. Il n'y a aucune adhérence sur la partie matérielle chez Nutanix. Vous choisissez également le niveau de performance. Donc là, nous, on vous aide là-dessus. Si vous voulez commencer sur des environnements mixtes, pas de souci. Si toutefois, cette partie service de fichiers tend à croître et d'un point de vue performance, il est dans ce cas-là nécessaire de décorréler la partie virtualisation des VM et la partie files, on est capable après de pousser ce service de fichiers sur des clusters qui vont être dédiés. Alors, ça peut être des clusters, donc un ensemble d'hyperviseurs qui va gérer la distribution de ce service, ou alors ça peut être du robot, du remote office ou du branch office, sur lesquels on va desservir le service de fichiers uniquement sur un hyperviseur. Et après, donc, on est capable de faire évoluer ce modèle en fonction de la volumétrie et en fonction de la durée de maintenance. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir cette approche simplicité. Simplicité dans quel cas? Tout simplement, j'accède à ma donnée, je la distribue la plus simplement du monde. On est basé sur Prism, donc la console de Nutanix. Toute la partie philosophie one-click upgrade, toute la partie alerte et événements orientée service de fichiers. Tous les critères sont déjà pré-remplis et sont activés par défaut parce qu'encore une fois, on sait ce que l'on pilote. Donc, Nutanix a mis en place tout l'écosystème qu'on lui connaît en termes d'alerting, en termes de provisionnement, en termes de configuration. Aujourd'hui, en fait, comment se décorrèle la partie Nutanix Files? Nutanix Files, aujourd'hui, en fonction de la configuration, on va créer un cluster de 3 VM qui vont desservir l'accès aux fichiers, ou alors, pour des plus petites configurations, notamment sur des robots, on est capable de mettre juste une seule VM pour desservir le service. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un cluster qui va vous permettre de déployer vos shares NFS, vos shares SMB, ou les deux, directement sur un cluster Nutanix avec le système d'anti-affinité qui va éviter que ces fameuses FSVM, donc ces file server VM, soient sur le même hyperviseur dans votre cluster pour être sûr d'étaler les charges et donc d'assurer le même niveau de haute disponibilité. Tout ça, c'est natif. Donc, on le fait sur un cluster, on le fait également sur du robot, on vient d'en parler. L'idée également, c'est de pouvoir avoir cette même approche avec un système multi-tenant. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitiez avoir plusieurs services de fichiers, puisque plusieurs clients ou plusieurs entités juridiques qui sont propres à un même groupe, on est capable d'héberger sur un même cluster différents environnements de file server. Comment ça se passe au niveau de la partie réseau? Donc, on a une partie front et une partie back. La partie back, c'est ce qui va permettre de se connecter directement au CVM pour accéder à la donnée. Et la partie front qui va permettre de desservir l'accès à ces données directement auprès des clients. Je passe rapidement dessus. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un service de fichiers qui est évolutif, avec une architecture évolutive.
Sur le schéma de synthèse, on va y retrouver quoi? On va y retrouver ici Nutanix, donc le DFS, hein, Distributed File System, qui va monter en fait des volumes de données accessibles au travers de ces fameuses FSVM qui vont apporter différentes couches supplémentaires d'accès à la donnée. Donc, on a la partie équivalent de ce que fait NetApp aujourd'hui avec la couche NAS, une couche de disponibilité avec des protocoles d'accès à la donnée qui sont NFS et SMB. L'idée, encore une fois, c'est de profiter aujourd'hui de l'intelligence de Nutanix avec un système de compression, de dédupe, de quotas, de change file tracking, hein, qui va permettre notamment aux API de backup de bénéficier de ce genre de choses. Et avec cette fameuse philosophie où comment j'évolue le plus simplement du monde. Je passe rapidement dessus. L'idée, encore une fois, hein, c'est que sur la partie FSVM, plus on en met, plus on sera performant. Et sur la partie, on va dire plutôt back, qui est propre à la partie matérielle, on est capable d'étendre cette capacité de manière exponentielle, mais surtout de manière croissante. Okay. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, si toutefois vous en avez pendant la presse. L'idée, encore une fois, c'est comment je distribue aujourd'hui mes données à mes utilisateurs finaux. Donc, il y a deux principaux modes aujourd'hui chez Nutanix Files. C'est les partages distribués et les partages standards. Les partages distribués, tout simplement, on va se retrouver dans un cas d'école où on a plusieurs utilisateurs qui potentiellement ont besoin d'accéder à leur profil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des enjeux. Typiquement, le lundi matin, à 9h, j'ai ma somme d'utilisateurs qui se connectent aux heures d'embauche. Donc, on a tout un tas de problématiques qui peuvent arriver, à savoir mes profils sont lents à se charger puisque tout le monde embauche à la même heure. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de répartir la charge de ces utilisateurs qui vont accéder directement à un même partage, mais qui se vont voir, ou plutôt se voir répartis sur différents répertoires utilisateurs, pour autant avec un partage unique. Typiquement ici, on a notre file server, on a un partage profile, et dedans, nos très chers utilisateurs vont se voir répartir la charge sur ces fameux FSVM. Aujourd'hui, c'est le principe en fait du stockage distribué. Okay. Et pour autant, derrière, on accède au même volume de stockage. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les partages distribués. Les partages standards, on a une mécanique qui est différente. Pourquoi? Parce qu'un seul partage va être positionné et desservi au travers d'une seule FSVM, avec le système de répartition de charge, si toutefois il y avait besoin, mais ça, on le verra un petit peu plus après. Donc, on a vraiment en fait deux approches différentes. L'idée, encore une fois, c'est que l'usage, hein, le besoin n'est pas le même. Okay. Donc, l'idée, c'est que derrière, une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut avoir une charge croissante qui va arriver. Et donc, Nutanix va venir vous conseiller en fait sur les pistes d'amélioration possibles. Est-ce que derrière, il faut rajouter des FSVM? Est-ce que derrière, il faut rajouter du stockage matériel? Est-ce que derrière, il faut juste revoir la répartition de charges entre les différents partages et les déplacer des FSVM? Aujourd'hui, Nutanix va vous apporter cette intelligence-là. D'accord ? Pour autant, Nutanix se charge toujours de positionner les blocs chauds directement sur la partie SDD ou HDD. Donc encore une fois, si toutefois on voyait qu'un partage, notamment le projet 2, se voit relativement lourd en termes de nécessité d'accès aux ressources, Nutanix est capable de vous dire, voilà, aujourd'hui, cette FSVM2 est trop chargée par rapport au reste, il serait opportun de déplacer un partage directement sur un autre. Et ça se fait de manière transparente. Le client ne le voit pas, mais c'est Nutanix qui vous le conseille. Okay. De la même manière, si demain vous avez tout un tas d'utilisateurs qui, encore une fois, se veut croissant, l'idée derrière, c'est tout simplement de se dire, attention, la charge commence à être de plus en plus lourde, il est judicieux derrière de créer cette fameuse 4e FSVM pour répartir la charge.
Okay, donc, on est capable d'accroître ce nombre de FSVM, mais on est capable également de les faire grossir si besoin. Typiquement, si quelques utilisateurs viennent encore une fois faire croître cette charge-là, on est capable de gonfler ces FSVM, notamment en termes de RAM, pour faire en sorte qu'elle puisse à nouveau avoir le cache nécessaire pour accuser le coût de cette croissance. Et encore une fois, ça se fait tout seul. Derrière, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe en termes de résilience. On peut avoir différentes pannes qui arrivent aujourd'hui sur une architecture SI, sur une infrastructure, notamment celle qui dessert la partie service de fichiers. L'idée, c'est d'être sûr qu'on est compliance et de connaître son niveau de RTO sur tous ces niveaux-là. L'idée, typiquement, c'est quel que soit aujourd'hui le défaut qu'il peut y avoir en fait sur l'architecture, on est capable d'avoir le niveau de résilience qui va bien. Donc, que ce soit des disques, des nœuds, des blocs, que ce soit des sites ou que ce soit notamment nos fameux cryptolockers qui ont vent en poupe aujourd'hui, on est capable de répondre à ces problématiques. Comment ça se passe aujourd'hui d'un point de vue protection de la donnée? Tout simplement, on est capable d'avoir un site physique pour lequel on va répliquer sa donnée sur un site distant avec toute la rétention qui va bien. Donc, on est capable d'avoir de la rétention sur site ou de la rétention sur un second site. L'idée, encore une fois, c'est toujours de desservir ce service de fichiers avec la sécurité qui va bien. On est capable aujourd'hui d'accuser ce type de charge avec un contexte d'antivirus. On va le voir comment on le fait aujourd'hui via le protocole ICAP. Mais l'idée, c'est que tous les standards du marché en termes d'antivirus aujourd'hui sont compatibles avec ce type de technologie. D'un point de vue de disponibilité, comment ça s'opère? Tout simplement, si on a pour X ou raison une FSVM qui tombe, tout simplement, on va rediriger la charge sur les FSVM restantes. Okay, l'idée, c'est qu'on est granulaire à la FSVM, on est granulaire également au site. Comment ça se passe sur les sites distants? Tout simplement, voilà. Aujourd'hui, j'ai une maintenance planifiée. Tout se passe sur mon site primaire. Je veux pour autant passer sur mon site secondaire. On est capable, derrière, via le processus migrate, de faire un power-off de ces fameuses FSVM, de répliquer donc, le delta de modification qui a pu s'opérer directement sur le site secondaire via un snapshot incrémental. Puis derrière, on remonte les VM directement de l'autre côté et mon service de fichier est à nouveau disponible. D'accord ? Donc ça, c'est dans le cadre d'une maintenance planifiée. Dans le cadre d'une maintenance non planifiée, comment ça se passe? Alors, pardon. On est capable de le faire donc, de manière planifiée, mais également la partie retour arrière se fait de la même manière. Comment ça se passe du coup sur une maintenance non planifiée? Tout simplement, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mon site est tombé, donc je pars de mon dernier snapshot, donc avec le système de réplication qui va bien, donc une heure ou du near sync, donc sur lequel on peut descendre en dessous de la minute. Okay, donc on perd le site primaire, on remonte toute la partie production à partir du dernier snapshot qui est conditionné par l'itération de réplication. Et donc derrière, on est capable d'être granulaire à la perte d'un site complet. On est également capable derrière de faire du self-service restore. Encore une fois, Nutanix aujourd'hui permet d'avoir des snapshots qui vont piloter l'accès à la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je suis granulaire avec une rétention sur les 24 dernières heures, sur les 7 derniers jours, sur les 4 dernières semaines, sur les 3 derniers mois, je serai capable aujourd'hui de restaurer ma donnée le plus rapidement possible puisque la donnée sera déjà présente sur le cluster Nutanix. D'accord ? On est capable de faire du self-service restore directement sur Prism au travers du portail en self-service, mais on est également capable de le faire sur des appliances type IQ ou autres qui sont capables de piloter l'accès à ces snapshots-là.
Je vous parlais également tout à l'heure de la partie antivirale qui permet aujourd'hui de pouvoir scanner, de garantir en fait que les fichiers qui sont stockés sur ce service de fichiers sont bien en corrélation avec la stratégie de l'entreprise. On est capable de se greffer avec n'importe quel antivirus qui sont notamment compatibles ICAP, donc qui est le protocole qui permet à ce type de service de fichiers d'être compliance d'un point de vue stratégie antivirus. Donc là, sont stipulés, alors ce slide-là est un petit peu vieux, mais ce qu'il faut considérer, c'est vous avez un antivirus qui est déjà en place. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue et de vous forcer à partir sur des antivirus qui sont certifiés. Ceux-ci ont été testés et certifiés sur Nutanix. Pour autant, dès lors qu'il y a le protocole ICAP, alors, beaucoup d'antivirus qui ne sont pas présents sur ce slide-là, mais tout ce qui est compatible ICAP est compatible avec Nutanix Files. Je vois le temps qui passe et je vois mes quelques slides restants. L'idée, tout simplement, c'est de se dire que, notamment sur la partie backup, on se base sur le change file tracking. Donc, si aujourd'hui votre solution est compatible CFT, notamment au niveau des incrémentales, vous n'aurez pas à re-sauvegarder la totalité du contenu du Nutanix Files. Okay. L'idée, encore une fois, c'est la même chose que d'habitude. On prend des snapshots. La solution de backup est capable derrière de voir juste le delta des fichiers qui ont été modifiés par rapport au dernier backup. Et donc, on ne va ne sauvegarder que la partie incrémentale directement sur sa target de sauvegarde. Moi, je vous recommande très fortement la partie IQ. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la solution qui est le plus en fait dans le sillage d'évolution que propose Nutanix en termes de fonctionnalité à aujourd'hui. D'autres solutions existent qui sont compatibles CFT. Files Analytics, alors ça, c'est, je ne veux pas dire que c'est la petite cerise sur le gâteau, mais outre le fait de pouvoir proposer aujourd'hui un service de fichiers directement à des clients, donc à des PC, à des sessions RDS ou autres, on est capable d'apporter une plus-value et de valoriser aujourd'hui la donnée, notamment en termes de besoins. Il y a deux grands besoins aujourd'hui qui nous sont demandés sur ce type de projet. C'est la partie RGPD et la partie cryptolocal. RGPD pourquoi? Parce qu'on doit être capable aujourd'hui de pouvoir remonter le flux des modifications de fichiers, le flux des suppressions de fichiers, qui a accédé aux fichiers avec une certaine rétention. Aujourd'hui, avec Analytics, on est capable de remonter jusqu'à 1 an en arrière pour savoir qui a accédé à quel fichier, qui a supprimé quel fichier, qui a créé tel fichier, qui a accédé à tel fichier. D'accord? Sur la partie RGPD, c'est des choses qui nous sont demandées de plus en plus. Et sur la partie cryptolocage, c'est aujourd'hui Analytics ne va pas venir vous empêcher d'être cryptoloqué, mais par contre va vous permettre d'être averti dès le début d'un cryptolocage. On va voir comment. Donc l'idée, encore une fois, c'est Files Analytics, c'est une VM qui va se connecter directement à ces file servers VM et qui va vous apporter toute une couche d'intelligence supplémentaire, avec toute la partie statistique sur la partie orientée fichier, mais également avec un système de machine learning et de visualisation qui vont vous permettre d'avoir des statistiques de la donnée. Donc, on en a un petit peu je ne vais pas dire dans tous les sens, mais on est vraiment orienté sur une console qui met en avant la partie service de fichiers, avec tout un tas de belles statistiques, notamment qui consomme le plus. On est toujours avec cette fameuse top view, à savoir qui sont les plus consommateurs de. Alors, ça peut être de tel type de fichier, ça peut être mes top users, ça peut être mes top partages, etc., etc. L'idée, encore une fois, c'est que Nutanix Files Analytics vous propose, encore une fois, d'avoir ce fameux audit RGPD, ce fameux audit qui permet d'assumer des besoins en RGPD, notamment en termes de rétention de la donnée, mais également aussi en temps réel. On est capable de savoir qui a accès à quoi en temps réel. Okay. On l'a au niveau user, on l'a au niveau file, on l'a également au niveau du répertoire, également au niveau du client. On est vraiment très, très granulaire en termes d'accès à la donnée. Et on peut forcément remonter le temps également, savoir qu'est-ce qui s'est passé à telle heure.
exportable en JSON ou en CSV si on souhaite pousser un petit peu plus l'analyse. On fait également de la détection d'anomalies. Et c'est là où on a en fait un avantage par rapport au cryptolocage, parce qu'on peut configurer des alertes qui vont dire, ben voilà, aujourd'hui, si je vois qu'un seul user représente 2% de ma charge opérationnelle parce que il commence à modifier des fichiers, est-ce que c'est normal qu'un user modifie séquentiellement 200 fichiers à la suite, par exemple? Et c'est là où on va pouvoir dire, effectivement, j'ai peut-être un début de cryptolocage quelque part. Donc, on est capable de vous alerter à ce niveau-là. De la même manière, si tout d'un coup, vous mettez une alerte sur, voilà, j'ai un user qui m'a effacé 400 fichiers, est-ce que c'est normal ou pas? Je souhaite en être averti, etc., etc. L'intérêt également dans Nutanix Files, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut desservir de la donnée au travers de SMB, au travers de NFS, donc SMB pour toute la partie Microsoft, NFS sur toute la partie Linux, mais on est capable également de faire les deux en même temps. D'accord ? Vous avez certains besoins de montage en NFS, pour autant, vous voulez rendre ces partages NFS-là accessibles au travers de postes de travail, donc avec la couche Windows. On est capable de le faire aujourd'hui avec du Nutanix. On peut mettre également un système de quotas en place, basé soit sur des groupes, soit sur des users. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé parce qu'on veut rendre autonome pour tout ou partie certains de nos utilisateurs, et le système de quotas évite justement les abus des usages de consommation de tout ce qui est service de fichiers. On est également capable d'empêcher de positionner certaines données sur ces services de fichiers. Typiquement, des bases de données. Si on ne veut pas de base access à des endroits, si on ne veut pas de base SQL, si on ne veut pas de fichiers MKV qui font X gigas, on est capable d'empêcher la venue de ce type de fichiers directement sur nos partages. On a également toute la partie encryption du trafic si nécessaire. Mais l'idée, encore une fois, c'est qu'on est orienté fichier. Donc, toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités sont orientées service de fichier. Sans pour rappeler derrière la partie support, parce qu'aujourd'hui Nutanix Files est compris directement nativement dans le support Nutanix, donc c'est encore une fois du 24/24, 7/7, 365 jours par an. On a le plus haut niveau de score au NPS, donc encore une fois, pour rappel, pour ceux qui le savent déjà, Nutanix aujourd'hui est noté à 92 depuis plus de 4 ans. Donc, on est à plus de 90 depuis plus de 4 ans. Et comment ça se passe, le NPS, donc, qui vont venir noter les grands acteurs de l'IT? Tout simplement, lorsque vous clôturez en fait un case chez Nutanix, vous êtes noté. Vous avez une enquête de satisfaction. Et lorsque vous donnez une note de 0 à 6, vous avez un score de moins 100, de 7 à 8, un score de 0, et de 9 à 10, un score de plus 100. Nutanix aujourd'hui a une moyenne à plus de 90, et ça depuis plus de 4 ans. C'est aujourd'hui le plus haut niveau des grands acteurs IT en termes de support. Juste avant de passer, pour ceux qui s'intéressent sur la partie démo, la partie interface, est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas, il y a une petite rubrique dans Zoom qui est la partie questions-réponses, où vous avez également la partie conversation, avant que je vous montre un petit peu comment ça s'opère en termes d'interface. Alors, est-ce que certains ont des questions? Alors, n'hésitez pas, le temps que je me connecte moi derrière. Hop. Sur l'environnement de démo. Pas de questions pour le moment. Alors, j'ai une question de Xavier. Est-ce que les partages des droits se gèrent via l'interface Windows habituelle? Alors, sur la partie partage distribué, donc là, on va être un système de droits qui est basé de la même manière que précédemment, à savoir la partie Windows Active Directory. Encore une fois, c'est les deux protocoles qui font foi, SMB, NFS.
SMB, on est connecté directement à l'Active Directory, donc on va se retrouver avec les mêmes possibilités de droits d'un point de vue partage. Après, les droits d'un point de vue NTFS pour toute la partie SMB seront accessibles de la même manière. Okay. Alors, Nutanix Files, où est-ce que ça s'opère dans la console Prism d'un cluster Nutanix? Ici, tout simplement, ici, vous avez une section File Server qui va vous permettre d'avoir ici l'accès à la configuration du File Server. Donc ici, on en a déjà un de déployé. Donc, on a un service de fichiers qui, aujourd'hui, dessert un certain nombre de partages qu'on va retrouver ici dans cette rubrique. Ces partages-là sont distribués au travers d'un protocole, un natif qui est SMB ou NFS. L'idée, encore une fois, c'est lorsque vous avez besoin de partager quelque chose, vous rajoutez uniquement un partage. Donc, vous choisissez sur quel cluster de serveur de fichiers il est à disposition. Et ici, si typiquement je crée un partage démo, je dis voilà, ce protocole-là, je veux qu'il soit accessible en SMB. Je peux activer le multi-protocole si je le souhaite. Derrière, je lui donne un volume maximum de 1 Tera. J'ai mon assistant Nutanix qui m'explique un petit peu quelles sont les options qui sont mises à disposition. Donc, j'active forcément la compression, on ne va pas s'en priver. Je peux également, si je le souhaite, faire en sorte que toute la partie base access ne soit pas qu'on puisse empêcher en fait de déposer ce type de fichier là-dessus, etc., etc. L'idée, encore une fois, c'est next, next, et j'ai juste à faire create et c'est terminé. Et à partir de là, je vais avoir mon partage démo qui va être accessible directement auprès de mon service de fichiers. Hop. File server. Et voilà, j'ai mes deux partages aujourd'hui NFS, donc démo et lab, qui sont accessibles en SMB. Okay. L'idée, encore une fois, c'est de rendre l'exercice le plus simple possible. Vous, aujourd'hui, réagissez sur la partie top level directory, donc encore une fois au niveau du partage, mais tout simplement, vous l'opérez directement dans Prism. L'idée, encore une fois, c'est ça vous évite de notamment créer sur des sites distants un serveur de fichiers qui va être uniquement dédié à cette partie-là. Vous pouvez aujourd'hui avoir ce service de fichiers mis à disposition, intégré directement à l'Active Directory et venir simplifier votre système de licensing plutôt que d'essayer de se dire, voilà, c'est vrai, sur mon site distant, j'avais juste besoin d'un serveur de fichiers qui est résilient avec la technologie Nutanix. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue contractuellement chez Microsoft, je suis obligé de payer la petite VM qui va bien. Aujourd'hui, Nutanix vous permet de répondre à ce type de problématique, mais vous permet également d'apporter en fait cette souplesse à plus grande ampleur sur des clusters si vous le souhaitez. Okay. Donc, on a également capacité après derrière à se connecter directement sur la partie Files Analytics dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'idée, encore une fois, c'est déployer Files Analytics. C'est de la même manière que déployer en fait du file server. Aujourd'hui, c'est juste un système d'assistant suivant. Vous définissez une adresse IP, vous définissez le nom de la VM et c'est Nutanix qui s'occupe du reste. Okay. Donc, bon, j'essaye de rester un petit peu dans le timing qui nous est imparti. On s'était fixé à peu près 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'ai été clair et répondu à la plupart des questions que vous posiez avant de vous connecter au webinaire? Oui, non, toujours pas de questions? Alors, quiz du chevauchement avec DFS. Alors, DFS est une architecture qui est propre à la partie à la partie Microsoft et l'Active Directory qui va
avec. L'idée initialement de DFS, c'était de faire en sorte qu'on puisse avoir une architecture de services de fichiers qui puisse être notamment multisite et qui apporte une certaine redondance. Il faut bien différencier la partie DFS de ce que propose aujourd'hui Nutanix. La partie DFS aujourd'hui permet en fait de distribuer un certain nombre de partages sur un système d'annuaire sur lequel on va venir mapper des partages. Typiquement aujourd'hui, vous pouvez très bien dire, ben voilà, ma racine DFS va pointer sur tel partage Nutanix si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment en fait deux approches qui sont complètement différentes. L'idée pour les clients qui ont choisi Nutanix Fight et qui l'ont déployé aujourd'hui, qui avaient en fait déjà du DFS en place, on parle de DFS, mais on pourrait aussi parler de DFSR et toutes les problématiques qui viennent avec. L'idée, c'est tout simplement en fait de déplacer certains workloads. Généralement, quand on commence avec du Nutanix Files et qu'on a du DFS, on commence par des briques. Par des briques qui sont plus simples en termes de migration. Je prends notamment le cas de la partie profil. On est capable déjà de scripter cette partie-là, puisque la définition des profils se fait directement dans les propriétés de l'utilisateur Active Directory. L'idée après derrière, c'est de voir comment aujourd'hui on répond à ces types de problématiques, puisque c'est vrai que garder le système de DFS en place, ça peut être économique, notamment si on souhaite migrer sur du Nutanix Fight, puisqu'on n'a pas envie de réinventer la roue. Tous les systèmes de partage aujourd'hui sont déjà existants, les raccourcis des utilisateurs dans les bureaux, etc. etc. Aujourd'hui, vous pouvez très bien prendre du DFS et les faire pointer sur des partages Nutanix Files. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que j'ai bien répondu à la première? Ok. D'autres questions? N'hésitez pas hein, s'il y a besoin. Si d'autres questions viennent a posteriori, n'hésitez pas à me faire un petit email et on y répondra avec plaisir. Donc, pas d'autres questions pour le moment. Écoutez, dans ce cas-là, il me reste juste à vous remercier de votre participation. Et encore une fois, si vous avez des besoins, des projets, Anne-Claire et moi-même sommes à votre disposition pour vous répondre. Merci à tous et écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée.